Une production des studios Bass. Cet épisode hors série est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energygroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Hors série. Avant de débuter, une petite mise en garde super importante. L'enregistrement de cet épisode spécial sur les statistiques de 2023 a été enregistré la veille de l'annonce du retrait progressif des subventions provinciales pour les voitures électriques. De ce fait, il a évidemment été impossible de tenir compte de l'impact du retrait de la subvention dans nos prévisions, nos prédictions pour les prochains mois, prochaines années, puisque nous n'étions pas au courant à ce moment-là que la subvention serait retirée progressivement. Donc, évidemment, quand on va faire notre analyse, on n'en parle pas, alors je voulais juste vous mettre au courant. Sur ce, bonne écoute. Oh, que ça fait longtemps qu'on l'entendait, celle-là. Bienvenue tout le monde dans ce hors-série de Silence on roule, un spécial dédié aux analyses statistiques des immatriculations de la SAC, compilées par l'AVEQ. Et je sais qu'à toutes les fois qu'on est supposé sortir ces statistiques-là puis qu'on saute un round pour les raisons qu'on va vous expliquer dans quelques minutes. Certains d'entre vous avez des papillons dans l'estomac, vous m'écrivez, vous écrivez à l'AVEQ pour savoir ce qui se passe. Mais soyez heureux, allez vous chercher un petit rafraîchissement. On passe ça dans quelques instants. Mais pour m'assister dans cette démarche, j'ai avec moi... Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, Fred Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Messieurs, on est en train d'oublier qui on était, à force que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour. Bonjour. On est là. Oh, vous êtes là, puis je tiens à le dire, puis on va le répéter durant l'épisode, je pense, mais c'était pas par manque de volonté ou par quelconque paresse de votre part qu'il y a eu un délai si long entre la dernière fois où on a fait un épisode et aujourd'hui, mais c'est bel et bien pour des raisons hors de notre contrôle. Peut-être, Fred, nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je dirais effectivement, paradoxalement, ne rien faire nous a pris plus d'efforts que de faire quelque chose. Ah, c'est l'apanage des gens travaillants, ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, essayer de faire une histoire courte. On sait tous c'est le plaisir que la Société de l'assurance automobile du Québec ont eu avec leur nouveau système informatique. Donc, en mars 2023, quand on leur a demandé la mise à jour trimestrielle, on a eu un gros silence radio. J'ai plus ou moins compris. On s'est réessayé pour juin. En juin, finalement, ils nous ont donné quelque chose. Mais c'est là qu'on s'est rendu de l'impact du nouveau système informatique dans les chiffres. Il y avait énormément de différences à plein de niveaux, dont, entre autres, beaucoup de noms de modèles qui avaient été raccourcis. Parce que historiquement, leur ancien système, je pense qu'il y avait juste un certain nombre de chiffres, de caractères, de lettres pour le nom du modèle et le nom de la marque. Et de fil en aiguille, ça s'est soit perdu ou peut-être avant, il arrivait à patcher, puis il n'y arrivait plus maintenant, peu importe. Donc, on se ramassait, par exemple, avec 7000 plus Tesla modèles ou plusieurs... Donc, on ne sait pas si c'est une 3, une X... On sait que c'est pas un Roadster. Puis les Cybertruck n'étaient pas encore arrivés. Fait que, mais c'est ça. Fait que ça nous laissait 4 véhicules, dont la 3 a été. Si, mettons, ça aurait été 2, puis c'est 2 à des nombres assez faibles, on aurait pu se dire, bof, c'est pas important. Mais là, on parle de 7000 véhicules et plus entre la 3 puis la Y, qui sont 2 gros joueurs sur nos routes. Donc, ça fait une bonne différence. C'est important de démêler ça. Et si vous ne le voyez pas dans la base de données, l'information plus précise est-elle quand même dans cette base de données? C'est-à-dire, est-ce qu'eux peuvent dire, ah ben oui, hein, il y a une erreur dans le fichier qu'on vous a donné, on va essayer de vous le redonner avec tous les noms. Est-ce que ça se faisait? Eux autres, non. OK. On leur a demandé s'ils pouvaient nous le faire, évidemment. Puis là, vu que j'en parle de même, évidemment, la réponse est non. Après certaines discussions, on est arrivé, je suis arrivé à les convaincre. Pouvez-vous nous donner le numéro d'identification du véhicule? Ou
J'ai pas besoin des 6 derniers chiffres à droite, là. Juste la partie de gauche. Parce que par ce numéro-là, vous êtes capable d'identifier le modèle, right? Exactement. Okay. C'est du travail, mais on est capable. Oh. Fait que là, de fil en aiguille, ils ont accepté parce qu'eux autres, il fallait qu'ils vérifient au niveau de la confidentialité des données, et certains qui révélaient pas des informations confidentielles et tout ça. Bien sûr. Vu qu'on a juste la ville, qui est quand même assez vague, ils ont accepté de nous donner justement le NIV. Donc, fait que là, à partir de ce NIV-là, mais ça, on l'a pas eu pour juin, ça, on l'a eu pour octobre. Donc, c'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on a eu nos premières tentatives de sortir les données en octobre. Nous autres, on a eu les données, en réalité, on voulait les données de septembre, ils nous ont donné celles du 17 octobre, puis on les a eues au 7 novembre. Donc, à partir de moi, en novembre, là, je me suis attelé sur les données que j'ai reçues. Ça a été de tout catégoriser les 250 000 NIV. À partir des NIV, j'ai pas regardé chacun des 250 000 individuellement. Je serais toujours pas là aujourd'hui. Mais justement, j'ai regroupé par les chiffres de gauche. Donc, ça a permis de faire beaucoup de simplifier, de diminuer le nombre. Il y en avait quand même plusieurs milliers. Donc, c'est plusieurs milliers. Puis, il n'y a pas une place universelle où décoder ces NIV-là. Là. Il y en a il y a un site américain qui est quand même pas pire la plupart du temps, mais pas pire la plupart du temps. Pour les autres fois, il y en a un pour Chevrolet, il y en a un pour Hyundai, il y en a un. Fait que il y a eu beaucoup de recherches pour réussir à tout faire ça, mais de fil en aiguille, je dirais que le classement est assez fiable, assez bien fait. Quand on vous dit que c'est un travail de moine que vous faites, là, c'est un travail de moine en temps normal quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, comme ça a été le cas là, c'est quand même un travail colossal. Alors là, je tiens à dire quand même à nos auditeurs que l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, c'est le résultat, dans le fond, de tous les chiffres de 2023. On a les résultats en fin d'année 2023. Donc, c'est une belle rétrospective à la fois du dernier trimestre de 2023, mais de l'année 2023 au complet qu'on pourra mettre en relief, là, la comparant en 2022, par exemple. Et juste pour finir un petit peu l'histoire, c'est que là, ça, c'est les chiffres d'octobre qui étaient comme ça, qu'on est arrivé à 250 000. Pour ceux qui nous suivent sur le site de l'AVEC, vous avez vu notre publication, on a atteint le $250 000. On l'avait presque atteint. Parce que quand ils nous ont redonné les chiffres dans ces chiffres-là, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de vieux véhicules qui apparaissaient. Genre, il y avait beaucoup de Leaf 2012, 2013, 2014. Beaucoup. Par rapport à ce qui existait, là, on s'entend. Il n'y a pas 10 000 qui apparaissent de ces années-là. Mais il y en a quand même plusieurs vieux véhicules qui apparaissaient soudainement. On a analysé différentes hypothèses et celle qui, selon moi, était la mieux, la plus probable, c'était qu'il manquait des chiffres dans l'ancien système. Leur ancien système qui n'arrêtait pas de chialer avec, qui disait qu'il était limité et tout. Mon hypothèse, c'est qu'il avait retrouvé des nouveaux véhicules. Fait qu'il y a des véhicules qui étaient là, qu'on ne voyait pas avant, mais on les voit maintenant. C'est ce qu'on pensait. Ouais. Là, quand on a reçu des chiffres pour la fin de l'année, on est passé de 250 000 à 252. Non. Il n'y en a pas juste 2000 qui ont été vendus. Ça ne marche pas. Donc là, j'ai refait l'analyse à nouveau, puis j'ai vu que la très grande majorité des véhicules qui étaient apparus sont redisparus. Donc là, je me suis assis virtuellement par Teams avec eux autres pour en parler. Il y a eu plusieurs back and forth qu'eux autres, ils checkent de leur côté. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en octobre, ils nous avaient donné tous les véhicules aussi qui étaient plus immatriculés. OK, pas ceux qui ont déjà été immatriculés, mais qui l'étaient plus. Ça. Retirés à un accident, peu importe. Sorti de la province, peu importe. Parce qu'eux, ils le gardent dans leur base de données. Ce qui est parfait qu'ils le gardent dans leur base de données au niveau gestion des données et tout. Je comprends très bien le comportement. Je ferais la même chose qu'eux. C'est juste que je ne nous l'aurais pas donné à nous autres. Bon, là... Depuis le début, quand on vous dit qu'on suit les immatriculations et non les ventes, c'est ça. C'est ça que ça donne, exactement. Alors là, messieurs, comme dirait la sœur volante... Je savais bien que je pouvais plus attendre. Alors là, c'est le temps de commencer. On se peut plus. On a le sang qui bouille dans nos veines. Il y en a combien de véhicules en fin d'année 2023, mon cher Jean-François? Chance que Fred nous a fait une histoire courte. Hein? On rentre à 7 minutes et 20. On en aurait, je ne sais pas, sous toute réserve. Non, on a assez confiance dans les chiffres actuels. On en a 252 142 au 31 décembre 2020. Wow, OK. Donc, on a notre quart de million et un peu plus. OK. Ça représente une augmentation de combien? Une très belle augmentation. Là. On a calculé ça 47,8, là, quasiment 48, presque 50%, quoi, si on veut arrondir, de croissance. C'est la meilleure qu'on n'a pas vue juste depuis le début de la COVID, là, finalement, depuis début 2020. Là. Fait que ça fait du bien. Excellent. Et donc, 252 000 véhicules immatriculés. Et ça, ces véhicules-là, ça comprend quoi, là? Juste pour qu'on se comprenne, là, c'est juste des voitures, des véhicules de promenade, ça comprend quoi?
comprend tout ce qu'une plaque d'immatriculation, en gros. Donc, et qui se branche. Oui, effectivement, parfaitement raison. Donc, ça inclut justement, il y a les voitures qu'on conduit nous tous les jours, il y a les camions de livraison un peu plus gros qu'on pourrait presque conduire, ou même, je pense, nos permis sont probablement corrects. Ça va de la motoneige, du 4 roues électriques, des balayeuses de rue, des resurfaceuses de glace, des machines excavatrices. Et quand je dis machines excavatrices, je parle pas juste de la petite pépine en arrière de chez vous pour creuser le fossé, là. Je parle littéralement des grosses machines de plusieurs tonnes dans les mines qui servent à extraire du minerai. On parle vraiment il y en a des électriques de ça, là, actuellement. Oui, justement. Ça fait partie des choses que j'ai vues. OK, ceux-là, ils n'ont pas vraiment de NIV. Il y avait des débuts de nom, des bouts de nom. Enfin, j'ai fait des recherches sur Internet. Il y en a certaines que tout ce que j'ai trouvé sur Internet, ça n'était à essence. Puis toute l'architecture, puis même des fois, j'allais voir dans les plans de la machine, c'est vraiment basé sur une architecture à essence de A à Z. Ceux-là, je me disais que ça devait être une erreur. Il y en a d'autres que tu avais un moteur à essence, mais toute l'architecture de la machine était électrique. Donc, c'est facile, entre guillemets, d'enlever le moteur à essence puis de mettre quelque chose qui fait l'électricité. Fait que ceux-là, je les ai laissés. Okay. Mais il y en a même qui s'est vraiment vendu électrique. Il y en a une, je disais justement, c'est l'architecture de ça, c'est 7200 volts. Wow. Ça dépeigne sur du triphasé et tout. Je sais pas, ça doit pas être une batterie qui fournit ce courant-là. Non, c'est probablement branché. C'est électrique pareil. Ouais, tout à fait. Donc, on parle, vous l'avez bien dit, d'une augmentation de presque 50 %. Ça correspond à un ajout de combien de véhicules électriques sur nos routes, Jean-François? Pour l'année entière, là, donc sur l'ensemble de 2023, là, 81 550 enregistrements de plus, là, donc véhicules sur nos routes. Là. Ça veut dire il y a des véhicules probablement accidentés, il y a des véhicules retirés. Fait que les ventes sont vraiment plus élevées que ça encore. Excellent. Et si on regarde cette augmentation-là de presque 50 %, donc de 48 % ou à peu près, puis on compare à l'augmentation qu'on avait eue l'année passée, c'est mieux, c'est pareil, c'est moins bon? C'est mieux sur toute la ligne. L'an passé, cette année, ça a été 81 000 véhicules, à peu près 50 %. L'année passée, c'était 32 000 véhicules, 32 %. En fait, pour une progression annuelle similaire, si on veut réussir à battre ça, faut, comme disait Jean-François, il faut aller avant la COVID. Donc, en 2019, on avait une augmentation annuelle de 69 %. Mais sur une base de beaucoup plus petits chiffres. Oui, exactement. C'était ce 69 %-là. Ah, zut, j'ai pas noté le chiffre, mais c'était beaucoup moins. En termes de nombre de véhicules, on ne devait être même pas à 81 000 véhicules à cette époque-là. C'est quand même vraiment fascinant. Et ce nouveau nombre de véhicules-là qui vient d'arriver sur notre marché vient probablement de faire augmenter notre part de marché de véhicules tout électriques. Là, on sait, puis quand on fait l'analyse par ville, là, vous nous donnez souvent le pourcentage des véhicules qui sont électriques pour une ville ou une région. Mais si on regarde pour l'ensemble du Québec avec ce qu'on a eu comme augmentation, on se retrouve à combien? Quelle part de marché de nos véhicules est électrique? On est rendu à 3,55. Ça paraît pas beaucoup, mais il y a 2 ans, on était à 1,85. Il y a 1 an, à 2,44. Là, on est à 3,55. On ajoute donc plus que 1% là, de part de marché par année, puis ça va en s'accélérant. Là, donc, ça veut dire que on commence tranquillement à remplacer notre flotte. Ah, il faut juste pas trop penser à la Norvège puis ces pays-là, si on veut pas trop avoir de peine quand on regarde ces chiffres-là. On va se regarder nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Hein. On dit ça aux enfants souvent quand ils se mettent trop en compétition avec les autres. Améliore-toi par rapport à tes propres performances. Je pense que c'est très bon de dire qu'on était capable de faire cette amélioration-là dans un contexte où, pendant une bonne partie de l'année, encore cette année, il y a plusieurs modèles de véhicules qui étaient difficiles à obtenir. On sait que ça s'est amélioré, mais il y a quand même eu une partie de l'année où c'est encore très, très long ou complexe d'avoir des véhicules. Donc, c'est vraiment une excellente performance. Jean-François, tu avais quelque chose à ajouter? J'allais dire, je veux mettre en perspective les chiffres. Là. Frédéric cherchait cette information-là tantôt. On a ajouté 81 000 véhicules là, cette année. On n'avait pas encore 81 000 véhicules sur les routes du Québec à l'été 2020. OK. C'est quand même... Puis là, en 1 an, on a ajouté ça. Là. Fait quand même, là, les 10 années d'avant, là, on n'avait pas encore ça. Puis là, en 1 an, on l'ajoute. Donc, ça montre à quel point... La vague est là. Donc, c'est environ un véhicule sur 28 qui roule au Québec, qui est rendu... qui se branche, qui se branche, oui, tout à fait. Et si on regarde les ventes des véhicules neufs de Q3 selon Statistique Canada, c'est 20,25 %, donc un véhicule sur 5.
si on se compare avec le Canada, on est équivalent, on est moins bon, on est bon là, ça, globalement. Je dirais, historiquement, la Colombie-Britannique avait une couple de pourcents d'avance sur nous autres, mais là, on est en train de les rattraper un peu. Est-ce que ça va se maintenir? Je ne sais pas, mais les derniers trimestres, on reprenait un petit peu de notre retard. Mais le Canada est meilleur parce que j'ai l'impression que ça a fini par décoller en Ontario. Il doit se vendre beaucoup de Tesla en Ontario parce que leurs chiffres sont rendus assez élevés. Là. Donc, la part du Canada est à 15,7 versus 18,9 sur les 3 premiers trimestres selon StatCan, là, donc Québec, Canada. Fait qu'on est en avance, mais pas autant qu'avant. Autant qu'avant. Bon, mais en fait, c'est parce que les autres rattrapent, là, finalement. Puis tant mieux. Je veux dire, moi, ça me dérange pas que l'écart qui nous rattrape, qui essaie de nous rattraper, ça veut dire qu'on est... Ça va faire des bandes, ça va être plus facile d'aller à Vancouver. Tout à fait. Et je tiens à dire que la dernière année qu'on vient de vivre, c'est une année dans laquelle, comparativement aux années précédentes, en tout cas depuis le début de l'électrification en général, je dirais, où on a eu des taux d'intérêt qui ont commencé à vraiment faire mal. Donc, on a passé de 0, 1, 2 % d'intérêt, puis de ramasser avec des taux d'intérêt comme on a actuellement, c'est pas nécessairement quelque chose qui incite à la surconsommation en véhicule, à tout de moins. Là. Donc, on essaie d'être un peu plus raisonnable. Certaines personnes ont peut-être repoussé leur choix d'avoir un véhicule électrique par manque de fonds dans certains cas, ou par manque de compréhension de ce que ça va coûter réellement dans d'autres cas, mais ça reste que malgré ces taux d'intérêt élevés-là, d'avoir ces chiffres-là, c'est quand même très, très bon. On peut quand même se réfléchir à ce qu'auraient été les chiffres si on avait eu des taux d'intérêt à 1 ou 2 %. Il aurait sûrement été un peu plus élevé parce qu'il y a non seulement l'intérêt sur l'achat de l'auto potentiel, mais c'est parce que tu as un taux similaire ou tu as une augmentation de taux sur ton hypothèque, tu as des augmentations de taux ici et là, puis finalement, il faut faire balancer le budget au complet. Fait que des fois, c'est la nouvelle auto que oui, je vais continuer à payer plus de gaz pour l'instant, mais J'ai pas les chiffres sous la main, là, mais d'ailleurs, il me semble que le pic de vente de voitures au total au Canada, là, c'est en 2017 ou 2018, là, c'est quand même en déclin là, depuis ce temps-là. Là. Ça a remonté un peu post-COVID, mais pas au sommet. Là. Non, exact. Maintenant, messieurs, je vous amène sur une autre piste parce que c'est quelque chose qu'on regarde tout le temps puis qui est un peu une référence ou je dirais un indicateur de la santé de l'électrification des transports, c'est-à-dire le ratio de véhicules tout électriques versus les véhicules hybrides branchables. On le répète, les véhicules hybrides branchables sont souvent considérés par plusieurs comme étant une façon sécuritaire de mettre le pied dans l'électromobilité sans trop... c'est rassurant. Si j'ai pas assez de batterie, je vais avoir de l'essence. Puis souvent, les gens ont un hybride branchable, puis à un moment donné, ils se rendent compte que, bon, ben avec l'autonomie qu'on est tout électrique maintenant, voyant le peu de plein d'essence que je suis obligé de faire avec mon véhicule, parce que si je gère bien même sa petite autonomie, je suis capable de faire presque tout électrique. On change après ça pour une tout électrique. Donc, le ratio d'hybride branchable, historiquement, baisse pour s'en aller de plus en plus vers des tout électriques. Est-ce que cette tendance-là s'est continuée dans les analyses du dernier trimestre, voire de la dernière année? Je dirais oui, et je dirais ça ne s'est pas empiré. Donc, justement, si on compare cette année versus l'année passée, le taux d'hybride rechargeable est de 100% électrique. Tu sais, on fait juste regarder 2022, les nouveaux 100% électriques hybrides rechargeables versus 2023, c'est sensiblement pareil. Donc, on parle à peu près 75-80% pour le 100% électrique et ce qui reste pour l'hybride rechargeable. Donc, si on regarde année par année, on est à peu près stable. Mais vu que historiquement, il y avait beaucoup plus d'hybrides rechargeables, la proportion est encore de 100% électrique est encore en train d'augmenter. Mais si ça reste stable, éventuellement, ça se stabiliserait autour de 80-20. OK. Mais là, on n'est pas 80-20 encore. Là, on n'est pas 80-20. Facile à retenir. Là, on est un tiers, 2 tiers. Là. Il y a 2 fois plus de véhicules électriques que d'hybrides rechargeables. OK. Donc, 66,6% de tout électrique pour 33,4% de... C'est ça, on n'est pas périodique. Là. C'est pas 6,6 périodique, mais c'est pas loin. Là. Mais quand même, c'est facile à retenir. C'est vraiment 2 pour 1. Donc, au moment où on se parle sur nos routes de véhicules branchables, il y a 2 véhicules tout électriques pour un hybride branchable. Exact. OK. Excellent. Je vais poser la question à Fred. L'objectif de 2 millions de véhicules pour 2030. Donc, je reviens. L'objectif de 2 millions pour 2030, on le vise pour 2030, mais est-ce qu'avec les chiffres qu'on a là, avec les nouveaux chiffres qu'on a, est-ce qu'on pourra l'atteindre selon vos
votre PIF et vos analyses statistiques. Ouais, ça. Si la progression continue de la façon qu'elle est partie, en suivant une progression logistique et tout plein de facteurs, en ce moment, oui, on semble pouvoir l'atteindre. Et en fait, même, on pourrait atteindre le 2,6 millions que tu parlais. Le 2 millions, on l'atteindrait autour de juillet 2029 et à fin 2030, on serait à 2,8. Si, comme c'est là, c'est maintenu. C'est ça. On ne connaît pas l'avenir, ça pourrait s'améliorer, ça pourrait se détériorer. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, que ce soit politique, géopolitique, des guerres, peu importe. Il y a plein d'affaires qui peuvent influencer. Les dernières années nous ont appris à rester prudents, je pense. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où parfois les projections statistiques ne sont même pas de notre côté. Là, elles le sont. Maintenant, si on regarde les modèles de véhicules, on fait toujours un petit tour de roue des véhicules qui sont les plus immatriculés qui apparaissent sur nos routes. Est-ce qu'on a des surprises? Quelles sont les premières places, messieurs? Là, on va parler du total, là, pas de la progression. Donc, au total, sur nos routes, là, la voiture qui est la plus présente, je pense qu'il n'y a pas de surprise là, c'est toujours la Tesla Model 3. Il y en a 27 000 quelque chose là, 27 600, sur 252 000, donc c'est un peu plus que 10 là, 11 quasiment des voitures électriques. Là. Okay. Sa part de marché diminue, là, dans le fond, c'est une chose logique. Là. Il y a de plus en plus de diversité de modèles, là, donc même les plus gros joueurs, ils occupent moins de place qu'ils en occupaient dans le marché. Là. Fait que ça, je pense que c'est normal. C'est normal. Oui, tout à fait. On a un nouveau deuxième. Historiquement, on avait, dans les premiers, là, je vous rappelle, son recul de plusieurs années, là, on avait la Nissan Leaf qui était dans la première avec la Volt, qui, évidemment, au début, qui était en premier. Et puis là, il y a Tesla qui est apparu là-dedans. Il y a Bolt qui n'était pas trop loin. Kona, on l'a vu monter tranquillement pas vite. Il y avait la Prime aussi qui avait fait la une belle montée, la Prime qui a été deuxième. Qui a été deuxième pendant Elle n'est plus là. Donc, en deuxième position, qui est là? Oui, Kona, Hyundai Kona est rendu deuxième. C'est très serré. Là. Le modèle 3 est dans une classe à part, là, 27 000 kek. Après ça, le Hyundai Kona, 15 869 précisément. Devant la Chevrolet Bolt, là, qui est resté troisième, en fait, là, par rapport à l'autre année d'avant. Là. Puis, par contre, je pense que ça va changer au prochain trimestre. Oui, parce que là, il y a un modèle qui a monté dangereusement dans le palmarès, Fred. Et on peut, entre autres, je pense l'expliquer par le fait que les prix ont été ajustés, la rendant éligible à des subventions, la Tesla Model Y. Oui et non, ce que tu dis est vrai. Maintenant, c'était pas vrai à ce moment-là. Au 31 décembre, c'était pas encore vrai. C'est vrai. C'était à moitié vrai. Ouais. La version de base avait le droit à la subvention provinciale, puis la version longue autonomie 4 roues motrices n'avait pas le droit à la subvention provinciale. Mais ce trimestre-ci, ils ont descendu les prix drastiquement. Et tellement drastiquement qu'en fait que maintenant, la Model 3 a le même prix que la Model Y, ce que je trouve complètement absurde, mais c'est ça pareil. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elle va continuer de monter. Hein? Surtout que la Bolt, elle ne continuera pas de monter. Ils arrêtent de la produire. Oui, tout à fait. Donc, c'est certain que la Model Y, à part... il y a 300 modèles Y de moins au 31 décembre. Fait qu'il doit déjà en avoir plus sur les routes. C'est ça. À l'heure où on se parle. Donc, Kona, qui est en deuxième place, 15 869. Chevrolet Bolt en troisième place, 14 744. C'était relativement proche. Tesla Model Y en quatrième place, 14 389. On est très, très proche, là, à quelques centaines près. Hein? Ça se pourrait même qu'elle prenne la deuxième place prochain trimestre. Là. En fait, c'est tout dépendant des ventes de la Kona. Là. À part, c'est ça, avec tous les rabais qu'il y a eu, là, puis surtout qu'il y a de l'inventaire de Model Y, t'en veux une, tu vas au magasin, puis non, une à tout à fait. Tout à fait. En cinquième place? Ben là, c'est la Toyota Prius Prime là, qui est passée de la 2 à la cinquième place, là, très fortement ralenti en 2023. Là, il y a une nouvelle génération qui est arrivée en cours d'année. Là, cette année,
comme on l'a expliqué, avec les difficultés, là, on n'a pas le découpage là, par trimestre là, pour voir les progressions. Là, fait qu'on n'est pas capable de dire s'il y a une accélération ou pas encore là, mais sur dans les ventes. Mais sur l'année, c'est clairement un ralentissement majeur. C'est clairement un ralentissement. Cela dit, on en reparlera plus tard, mais Toyota n'a pas connu une mauvaise année malgré tout. Là. Okay. Aussi, ce qui est intéressant à souligner de la Prius, peut-être pour ceux qui se tiennent un peu moins au courant, la nouvelle Prius Prime, au niveau look et même quasiment format de véhicule, sur papier, c'est encore la même catégorie, mais elle est complètement différente de la Prius qu'on a tout le temps connue. Là. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui se posait des questions, la nouvelle Prius, est, au niveau look, comportement routier et tout, c'est très différent de l'ancienne. Des hybrides rechargeables avec des relativement longues autonomies, il n'y en a plus beaucoup sur le marché, fait que peut-être qu'elle va retirer son épingle du jeu. Là. C'est difficile de prédire les consommateurs. Effectivement. En 6e place. Ben là, tu en as parlé tantôt, là, on avait les leaders historiques, là, donc 6 et 7e, là, c'est nos Chevrolet Volt et Nissan Leaf là, qui sont encore là. La Volt fait du surplace, évidemment, ça fait un bon moment qu'elle n'est pas vendue. Mais elle descend pas, c'est bon qu'elle descende pas. Elle descend pas, ça veut dire que les gens gardent leur Volt, puis... Donc, les véhicules qui étaient immatriculés demeurent immatriculés. Ils peuvent changer de propriétaire, mais ils restent immatriculés. Ce qui veut donc dire que c'est une voiture qui perdure dans le temps. Hein? Puis c'est quand même une statistique intéressante dans la mesure où plusieurs, il y a quelques années, prédisaient des longévités relativement courtes pour les véhicules électriques, prétextant que les batteries ne dureraient pas, etc. Là, on parle de batteries qui ont... 12 ans, 13 ans dans certains cas. Et puis regardez la panoplie de nouveaux modèles qui arrivent sur les marchés, puis il y en a quand même juste 5 à date qui ont dépassé la Volt sur nos routes. Oui, tout à fait, c'est quand même impressionnant. Donc, Chevrolet Volt en 6e place avec 11 700 quelques modèles, la Nissan Leaf en 7e place avec 11 633. Et un regain de vie parce qu'en 2022, là, il n'y avait pas eu vraiment de progression. Puis là, il y en a 1000 de il plus. S'est vendu, donc, pour un modèle assez âgé comme ça, là, c'est une bonne performance pour Nissan. Là. Il reste à voir ce que ça va faire cette année. Ouais. Parce que sont vite avec le port de recharge rapide, CHAdeMO, déjà qui était désavantagé par rapport à CCS, mais là, CCS commence sa descente tranquillement pas vite, où on voit venir la descente rapide de CCS. Donc, en théorie, je pense pas qu'il y ait non plus de convertisseur NACS ou J3400 vers CHAdeMO. Du moins, je pense pas qu'il y en ait de prévu tout de suite. Donc, ça risque de... On verra ce qui arrivera. C'est son dernier sursaut d'honneur. J'ai l'impression. Peut-être cette année, mais c'est à l'approche de... Nissan, il y a peut-être des rumeurs comme quoi qu'il va y avoir une nouvelle version, mais on ne sait pas quand. Donc... À suivre. Et si on regarde les 3, donc 8, 9 et 10e place. Pour compléter notre top 20, top 10, pardon. Là, Mitsubishi a une bonne année aussi, là, le Outlander hybride rechargeable là, dans sa nouvelle génération. Je ne sais pas, est arrivé quand cette génération-là? Peut-être l'autre année d'avant? L'année passée, elle venait juste de commencer. Elle venait juste de commencer. Là, il s'en est ajouté 4000, là, donc il est à 11 373, là, à même pas 300 de dépasser la Leaf, justement, puis même pas 400 de dépasser la Volt. Donc, on peut lui prédire au moins une 5e place, puis la Prime, peut-être même la 5e place, si je regarde ça comme ça. Oui, tout à fait. Fait que ça va bien de ce côté-là. Puis là, on a parlé de la Bolt là, tantôt qui était 2e, mais il faut pas oublier que la Bolt, elle existe d'une certaine façon en 2 déclinaisons. Là. Fait qu'en 9e place, on a la Bolt EUV là, qui passe de la 16e à la 9e place en une année avec... On parlait de la Model Y tantôt. Ouais. Elle a des croûtes à manger là, comparé à la Bolt. Là. La Bolt EUV a eu une année exceptionnelle. Il s'en est ajouté 7904 sur les routes. Là. C'est plus que le modèle Y. Là. C'est la meilleure croissance de l'année. Puis ça la met à 10 900. Là. Donc, OK. Et c'était important quand on parlait du positionnement de la Bolt, de comprendre qu'on ne parlait que de la Bolt EV. Parce que si on additionnait, si on mettait ensemble, comme certains font, la EV et la EUV dans des statistiques, là, on serait vraiment... À ce niveau-là, nous, notre critère, c'est comment qui est vendu par Chevrolet. Et eux, ils le vendent vraiment comme 2 modèles. Ah, tout à fait. Je ne remets pas ça en doute. Hein, mais pour le fun, si on les additionne, là, on est en 2e place à peu près 2000 modèles du modèle 3. Là. Donc, quand vous avez l'impression de voir pas mal de Bolt
une ou l'autre sur les routes, vous avez raison. Oui, tout à fait. Et en 10e place? J'ai parlé de Toyota. Là. Le RAV4 Prime a pris la place aussi de la Prius Prime. Là, puis pendant longtemps, les gens l'attendaient, mais cette année, ça a l'air d'avoir débloqué. Il s'en est ajouté pratiquement 5000. Là. Il y en a 9157 maintenant. Là. Donc, il reste 10e, mais il y a eu une belle croissance. Là. Bon, mais ça, c'est un magnifique top 10 des véhicules les plus immatriculés, dis-je, sur nos routes. Fred, si on y va plutôt en le regardant en termes de les meilleurs vendeurs de l'année en 2023, qui a le mieux tiré son épingle du jeu? Tu l'as dit tantôt, la Bolt EUV, le véhicule qui a été le plus vendu, 7904 modèles qui s'est vendu. Mais ensuite, quels sont les meilleurs vendeurs? C'est certain, il y en a plusieurs que ça va sonner un petit peu répétitif comparé à tantôt. Donc, en deuxième position, on a la modèle Y avec 7358, modèle 3 avec 6175. Donc, il s'est vendu plus de modèle Y que de modèle 3. Et la modèle Y est souvent, à ce moment-là, il y avait plein de versions pas admissibles aux subventions et elle était plus chère aussi. Donc, ça fait juste démontrer l'attrait que les gens ont vers ce format de véhicule-là. Peut-être une chose qui nuit un peu à la modèle 3, c'est qu'il y avait l'incessante rumeur rumeur, c'est pas une rumeur parce qu'elle est arrivée sur la moitié de la planète, là, mais du refresh de la modèle 3, que là, maintenant, est arrivé cette année. Est-ce que ça va aider à ce qu'il y ait un peu plus de modèle 3 en 2024? On verra. Ça va peut-être dépendre de l'écart de prix, encore une fois, entre la Y oui, et la 3. j'avoue, parce que ça, honnêtement, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Tesla ils font, mais bon, c'est eux qui décident. On a dit aussi tantôt le RAV4 Prime qui a eu une très bonne progression. Avec 4997. Faut croire qu'ils voulaient pas faire 5000. Ils n'ont gardé 3. C'est peut-être 3 accidents. Il y a un qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est la Volkswagen ID4, on n'a pas parlé parce qu'elle était très loin en arrière. Et là, elle a beaucoup avancé, mais pas assez pour se rendre dans le top 10. Donc, la Volkswagen ID4, il s'en est rajouté 4151. Quand même. Oui, ce qui l'amène en 12e position. En fait, si on regarde les courbes par manufacturier, souvent, chaque manufacturier a plusieurs modèles. Qu'un modèle fasse un petit peu mieux, un petit peu moins bien et tout, ça paraît pas trop. Mais depuis un bout de temps, Volkswagen, c'est le seul véhicule qu'il y avait. Donc là, on commence à le voir un peu dans la progression de Volkswagen. Il commence à prendre un petit peu de vitesse. Ouais, tout à fait. Fred, oui? Je t'arrête un instant. Là. Ah ben oui, j'ai sauté le RAV4 Prime. Non, tu l'as dit. C'est juste pour vous dire que le Volkswagen, là, ce chiffre-là, là, c'est 4151 de progression, là, comme il partait d'un peu loin. C'est 268% de croissance. Là. Oui, wow. Je pense que l'usine aux États-Unis finit par donner un coup de faire le main, travail. tout à fait. Quand il n'arrive pas par bateau, ça va un peu mieux, ouais. Fait qu'on a on a encore des croissances comme ça incroyables là, pour les nouveaux modèles. Là, quand ils arrivent en fin d'année, puis après ça, ils finissent par débloquer les vannes. Là, fait que c'est assez impressionnant à voir. Je te laisse continuer. Ouais, ça, c'est un peu aussi des fois pour ça, justement, je ne dis pas non plus tout le temps les pourcentages à chaque fois, parce que ça vient qu'à dépendre de bien des facteurs, puis finalement, ce qui est important, c'est le nombre. Puis une fois que l'usine est là, il y a beaucoup de dynamique de où ce que le manufacturier décide d'envoyer ses véhicules. Je l'envoie en Europe, il y a plus d'incitatifs. Je l'envoie là, il y en a moins, ou ainsi de suite. Il y a tellement de dynamique sur comment ils répartissent leur production. Donc, après la Volkswagen ID4, on avait tantôt parlé de la Mitsubishi Outlander avec 4088. La Hyundai Kona qui est en deuxième position, elle avance bien, mais on voit que c'est pas elle qui avance la plus vite avec 3572. Un autre qu'on n'avait pas encore parlé, qui est quand même bien fait, le Toyota BZ4X. Bien sûr, avec 2836. On n'a pas parlé parce qu'il partait d'à peu près zéro. Donc, s'il continue de même, il va peut-être apparaître dans le top 20 cette année. La Hyundai Ioniq 5, ça, c'est un véhicule qu'en guillemets, tout le monde veut, tout le monde l'attend. Il y a des listes d'attente infinies et tout, et il s'en est juste livré 2517. C'est un format de véhicule c'est un format un petit peu plus petit que la modèle Y, mais à peine. Et on voit ce qui s'est vendu de modèle Y. Donc, il y aurait beaucoup plus de capacité. Et justement, le fait qu'il n'ait 2500 seulement, ça l'explique le fait qu'il y ait des listes d'attente infinies. Infinies. Trop longues. Et je dirais la 10e meilleure progression de l'année, ce qui m'a complètement surpris, le Ford F-150 Lightning. Donc, il s'est vendu plus de Ford F-150 Lightning que de Mach-E ou de Ford Escape PHEV, si on reste dans la famille de Ford. Tiens donc.
Tiens donc. Les Nord-Américains en nous sont toujours là. Je dis ça en même temps, juste à la blague. Là. Il y a plein de gens qui l'ont acheté puis qui en font une utilisation correcte pour le type de véhicule que c'est, mais on sait que dans l'ADN de beaucoup de Québécois / Canadiens, le gros véhicule a la marque. Et on voit que le Ford ne fait pas exception à tout ça. Il y a quand même eu certaines nouveautés en 2023, donc des véhicules qui sont apparus au cours de la dernière année. Forcément, ne se ramassent pas nécessairement dans le top 10 parce qu'ils viennent d'arriver, donc ils n'en ont pas encore vendu beaucoup, mais certains se sont démarqués. Quels sont-ils? Tu dis certains, il y en a 23. Ouais, j'ai dit certains se sont démarqués, ils se sont peut-être pas tous démarqués. Fait qu'en bas, le 23e serait une Rolls-Royce avec deux... Oh non, mais est-ce que la Spectre? Il y a deux Spectre. L'as-tu déjà vu? Non. C'est... Pour quelqu'un qui veut de la grosse bagnole luxueuse, en plus finir au niveau prix et tout et des mesures, c'est la bagnole. Il y a quelque chose. Moi, en faisant les stats, là, je collectionne les Pokémon. Là, des fois, j'envoie des messages à Fred. Là, je dis, j'ai vu une... Puis là, je regarde comment il y en a. Puis je dis, une sur 23, je suis tout content. Mais la Spectre, je ne l'ai pas encore ramassée. Non, il y en a deux. Fait que si vous envoyez une, achetez-vous un billet de l'auto. Non, honnêtement, j'ai été surpris de savoir qu'il était là. Je n'avais entendu parler qu'il arrivait aux États-Unis. J'avais vu certaines vidéos, certaines personnes qui avaient fait des reviews. Je pense pas qu'on est à l'étape de parler d'un succès commercial au Québec encore. Il n'y aura pas de volume, ce véhicule-là. Puis ils veulent pas de volume. C'est pas ça le but de la marque. Tout à fait. Mais un modèle qui pourrait avoir du volume, qui a fait une belle entrée, la plus belle entrée en 2023. Là, on parle bien de véhicules qui sont arrivés en 2023. Il y a des modèles qui étaient apparus à fin 2022, donc ils sont pas là-dedans, là, mais même en 2023. Si c'est proche dans le temps, ouais. 2023 même, là, c'est Hyundai aussi qui fait une bonne performance avec un nouveau modèle, le Ioniq 6, 1601 nouveaux véhicules cette année, dont à peu près la moitié, là, ça, on a les stats du dernier trimestre seulement, là, dans le détail, donc à peu près la moitié dans le dernier trimestre de l'année. Là, donc, probablement que ça va en s'accélérant. Là. Fait que le Ioniq 5... Ioniq 6. Ioniq 5 arrive peut-être un peu moins vite que prévu, mais au moins, chez Hyundai, ils sont capables de fournir le Ioniq 6. Là. Et puis, une fois de plus, on parle de format de véhicule. Ils ont réussi à nous en fournir 1601. C'est quand même... Peut-être parce que le véhicule pogne moins ailleurs, puis ils savent qu'ils vont pouvoir en écouler un peu plus ici. Il me semble être très prisé ici, en tout cas. Là. Parce qu'il n'y a presque pas de berline. Si on regarde dans la berline, il y en a 4. Si on veut être, justement, il y a la Model 3 qui est la championne. Il y a la Ioniq 6, la Polestar 2, puis la BMW i4. Ouais. C'est les 4 seules berlines qu'il y a. Donc, ça prend un quatrième joueur. Mais si tu te fies aux manufacturiers, c'est tout des SUV, les autres. Tu sais, le Bolt est une SUV, la Kona est une SUV. C'est ça. Mais effectivement, en format berline, le choix est relativement mince, effectivement. Là. Et c'est une voiture qui a, dans le fin fond, les mêmes caractéristiques ou presque la Ioniq 5, donc en termes d'infrastructure à 800 volts, vitesse de recharge. Il y a beaucoup de gens là, qui focusent là-dessus parce qu'ils ont l'impression que leur vie va se passer plus vite dans le futur avec ces véhicules-là. Bon, je fais des blagues. Là. Évidemment, c'est des caractéristiques intéressantes, surtout pour les gens qui font beaucoup de routes. Donc, on retrouve dans ce modèle-là exactement les mêmes caractéristiques. C'est la même plateforme. Donc, je pense que il y a des gens qui ont peut-être basculer aussi en fait, de l'une à l'autre. Tu parlais de long trajet. Pour un long trajet, tu vas faire ton long trajet plus vite avec ce véhicule-là parce qu'il consomme moins. Donc, il recharge à la même vitesse, donc tu as plus de kilomètres par temps de recharge. Exact. Ensuite, mon cher JF. Ioniq 6 démarque vraiment là, parce qu'après ça, le deuxième modèle, c'est la moitié moins, là, 884, chez Nissan, l'Aria. OK. Suivi de chez Mazda. Mazda, là, on ne parle pas souvent de Mazda. Le CX-90, ça, c'est donc dans la version hybride rechargeable, et qui en a quand même un bon 585. Là. En quatrième place, là, dans les nouveautés 2023, je pense que ça, c'est à souligner aussi, c'est le Lexus RZ 450e, donc la version, finalement, Lexus du Toyota BZ4X, là, 452. Donc, encore là, si on veut un peu compter des modèles ensemble, là, Toyota avec le Lexus, avec le BZ4X, puis si on prend le Solterra de Subaru dont on n'a pas parlé, c'est toute la même plateforme. Ça fait quand même une assez bonne performance pour cette plateforme-là au complet. Oui, exact.
Je soulignerais peut-être 2-3 petites choses là, dans ce classement-là, des nouveautés. On a VinFast qui fait son arrivée. 261 quand même, le VF8 en 6e place. C'est pas beaucoup, hein? Moi, en fait, quand je m'explique pourquoi ma réaction, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plus que ça. On entend beaucoup les gens en parler, j'en croise sur les routes, j'en vois régulièrement sur la route. Moi, je l'ai croisé un à date, du moins un que j'ai remarqué. Ah, ben, faut croire j'en ai croisé pas mal aussi. Moi aussi, je l'ai croisé pas mal. Je suis quand même surpris qu'il s'en ait vendu. Ben là, évidemment, 261, c'est en au 31 décembre. 2023, donc ça n'est peut-être vendu. On est 3 mois plus tard, il y en a peut-être d'autres de vendus, là. 2,5. Mais quand même. Ouais, 2,5. Presque, ouais. Je soulignerais aussi en 7e place Dodge, le Dodge Hornet, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot Dodge dans notre podcast. Puis j'ai un autre mot qui va avec, parce que c'est à peu près le même véhicule aussi, c'est le Alfa Romeo. Ben oui. Oui. Dans les deux cas, je pense que c'est la première fois qu'on mentionne le mot Dodge et le mot Alfa Romeo ici. Donc, il y aura peut-être un quiz là, à la fin de l'année, puis je vous demanderai quelle était la première fois qu'on a dit le mot Dodge. Prenez des notes. Mais c'est ça, les deux, c'est le même véhicule avec un changement de badge, un peu comme la Solterra versus la BZ4X. Oui, tout à fait. Je remarque que dans ce palmarès-là de nouveautés 2023, il y a quelque chose qui me fait plaisir, moi, là, par des formations professionnelles, c'est de voir le Bright Drop Zevo 600, 117 quand même. Le Bright Drop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je prends une camionnette de livraison, genre de petit camion style Econoline là, de livraison, qui est quand même de belle taille. Là. C'est pas un petit véhicule. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de le grossir le plus possible pour qu'il rentre encore dans un espace de stationnement, puis c'est là qu'ils ont arrêté. Donc, c'est des véhicules qui sont prisés par les gens qui font de la livraison de colis ou des trucs comme ça. Il y en a quand même 117 sur les routes. C'est une belle percée là, pour ce véhicule qui commence à peine. Là. C'est mieux que bien d'autres modèles de voitures passagères. Quand ça fait des années qu'on vous dit que l'électrification, ça va se faire vite dans tout l'aspect logistique, là, transport de marchandises, ben c'est ça qu'on est en train de voir. C'est une question de 5 de piastres, puis qu'ils sont capables de calculer que ça revient rentable sur le long terme, ou même sur le moyen terme. Fait que maintenant qu'il y a des véhicules qui existent pour le faire, ben il y a le marché, là. Il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans ces véhicules-là, dans ces nouveaux véhicules de 2023. 47 Chevrolet Blazer EV. Yep. J'avais la perception qu'il n'y en avait pas encore sur les routes. C'est les concessionnaires. Non, ils ne sont pas censés nous donner ceux qui ne sont pas immatriculés à une personne. À part, peut-être c'est immatriculé au concessionnaire puis c'est leur véhicule de démo, peut-être. Mais si c'est un véhicule qui a été reçu puis qui n'est pas encore livré puis qui attend d'être livré, ça, ne sont pas censés. Il y en a théoriquement 47 qui ont une plaque là, prête à rouler. Je ne sais pas son où, mais il est censé en avoir. Excellent. Le EV9, pardon, qui vient... C'est un autre similaire. Je ne savais pas qu'il est arrivé à ce moment-là, mais il faut croire qu'on a 32 EV9. C'est ça. Fait que des fois, ces chiffres-là, je ne sais pas s'il faut les prendre avec des pincettes ou s'ils sont... Les EV9 ont commencé à être livrés aux États-Unis. Oui, ça c'est. Donc, et puis les Blazers aussi, mais justement, c'est qu'ils ont arrêté les livraisons parce que ceux qu'ils ont eu, ils ont eu des problèmes. Mais là, c'est redémarré le Blazer. Dans tous les cas, je dirais, regardons au prochain trimestre, là, si les chiffres ne changent pas, ben ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait dans les mains des consommateurs. Mais après ça, sinon, ça va décoller. C'est arrivé similaire avec la Solterra et la BZ4X. Il y en avait eu chez les droits d'une main. Oups, les livraisons avaient arrêté à cause d'un problème d'essieu ou non, de boulons qui retenaient les roues, quelque chose dans le style. Et ça a recommencé 6 mois après. Messieurs, faisons l'exercice qu'on a fait tantôt de façon un peu informelle et plutôt que de regarder les modèles de véhicules comme tels, regardons les marques. Donc, si on y va là, en prenant tous les véhicules qu'une marque de véhicule fait pour être capable de les positionner, oui, Frank? J'aurais 3 autres qui sont arrivés, qui sont des véhicules. Honnêtement, ça non plus, je ne savais pas qu'on avait, puis il y en a beaucoup qui les attendent beaucoup. Le Rivian R1T, R1T, le Rivian R1S, donc le pick-up et le VUS, et le Fisker Ocean. Il ne doit pas en avoir des tonnes. Non, on parle de 622. Mais il commence à se pointer le bout du nez. Oui, fait qu'on pourrait s'attendre à ce que dans les prochains trimestres, c'est arriver. Hein? Go, continue. Donc, si on regroupe ces véhicules-là, donc ces modèles de véhicules-là, et qu'on y va par marque, donc tous les véhicules de Tesla, tous les véhicules de Toyota, tous les véhicules de Ford, par exemple, qui sont nos grands manufacturiers gagnants faisons un top 5, là. Ben, tu viens presque de les nommer, là, informellement. Tesla, il n'y a pas beaucoup de changements. Tesla demeure en première place. Là. Ils ont à peu près 18% là, de notre flotte électrique au Québec en date d'aujourd'hui.
Chevrolet est deuxième. Chevrolet puis Tesla avaient gardé à peu près le même écart depuis quelques années, mais là, c'est ça. On ne sait pas ce qui va se passer avec l'arrêt de la production de la Bolt, puis l'arrivée là, des nouveaux modèles. Ouais, l'Equinox, le Blazer, ben, ça dépend un peu quand est-ce qu'ils vont arriver. Fait que je ne sais pas si Chevrolet va réussir à garder sa deuxième place cette année, parce que derrière, il y a Hyundai. Mais en même temps, on voit, on est à 18%, 15,2%, 12,9%. Donc, il y a quand même un peu d'écart entre les... J'ai l'impression qu'il va garder sa place, mais il va perdre beaucoup d'avance sur Tesla, puis Hyundai va le rattraper, puis il va commencer à se pointer en arrière. Bon, Nostradamus vient de parler. Non, mais tu pourras sortir ma prévision en même temps l'année prochaine. Je suis sûr que cette clip-là va sortir dans quelques mois. Mais encore là, j'aimerais ça me tromper. Ben, ouais, c'est ça. Mais il y a tellement de... Tu sais, Hyundai, on l'a vu tantôt, a pas livré tant de véhicules que ça. Peut-être que si les livraisons augmentent... Si l'Ioniq 5 débloque, que le Ioniq 6 aussi continue à se livrer. Et, le nouveau Kona, s'il continue... Tout à fait, puis on voit qu'il a bien fait, là. Ouais. On le voit dans les immatriculations. Donc, ça pourrait venir pousser un peu dans les... Surtout si les livraisons de Chevrolet, Blazer et Equinox se font un peu plus tard dans l'année, donc partent avec un retard, là. Et après ça, pour compléter, mettons, le top 5 de nos marques, ben là, on a Toyota et Ford. Toyota à 10,5% puis Ford à 8,2%. Ben Toyota, c'est parce que on en a pas mal parlé tantôt, mais on avait le Prime, Toyota Prius Prime historiquement, le RAV4 Prime qui est rendu assez populaire, puis là, le BZ4X qui arrive. Fait que là, tout d'un coup, il y a une certaine diversité de modèles, donc avec une des championnes historiques dans la Prius, fait que ils ont une bonne part de marché. Mais là non plus, je suis pas capable de prédire l'avenir. Je sais pas s'ils vont rester là. On va se limiter quand même au top 5, mais si on regarde juste ce qui se distingue en dehors du top 5, Fred, il y a quand même des choses intéressantes qu'on remarque là, chez les autres manufacturiers. C'est ça, parce que pour les autres, en gros, tout le monde garde la position à laquelle il était, à part justement Kia, qui a pris la 6e place de Nissan. Donc, une petite remontée de Kia qui a inversé avec Nissan. Sinon, Mitsubishi se rapproche justement de Nissan et pourrait les dépasser. Du moins, si on se fie surtout à leur progression avec le Outlander. Ils ont juste un modèle, mais d'un côté, Nissan, ils ont 2 modèles avec pas nécessairement beaucoup de nombre. Donc, ça se pourrait que Mitsubishi les rattrape. Et comme j'ai dit un petit peu aussi tantôt, on commence à avoir une bonne accélération de Volkswagen avec la ID4 qui prend du volume. Mais une fois de plus, autant, je dirais, pour Mitsubishi que pour Volkswagen. Maintenant, si tu veux te distinguer et tu veux espérer rattraper, ça te prend de la diversité. Ça te prend plus qu'un modèle. Oui, c'est clair. Puis on sait que dans le cas de Volkswagen particulièrement, il existe les véhicules en Europe, ils sont là. Ils sont juste pas ici. Donc, reste à voir si certaines versions, ID, d'autres numéros là, qui existent en Europe vont apparaître ici. Ça pourrait être une possibilité. On sait qu'il y a la petite fourgonnette aussi, l'ID Buzz qui... Elle risque de faire tout un buzz. Oui, effectivement. Je pense que c'est la prochaine sur la liste, normalement, qui confirmer l'arrivée en Amérique du Nord. Ça, puis en Europe, je pense qu'il y a justement... je ne sais pas s'ils ont 2 versions, mais ici, je pense qu'ils vont, de ce que j'ai compris, ils vont juste avoir la version longue empattement. Donc, une fois de plus, tout est gros en Amérique du Nord. Bigger the better, il y en a qui disent. La dernière fois, on avait commencé ça, puis je pense que c'était intéressant avec la récente explosion d'électrification de plein de types de véhicules. On a commencé à regarder un petit peu plus loin que juste les véhicules légers, là, ce qu'on appelle un véhicule de promenade, là, que monsieur, madame, tout le monde s'achète. Il y a d'autres segments qui existent, on a commencé à les regarder, puis la progression s'accélère aussi dans ce domaine-là. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là dans l'année 2023? On peut peut-être commencer par les autobus. Là, c'est l'autre catégorie qu'on suit depuis plus longtemps. Là. Donc, on a, avec Lyon qui était présent au Québec depuis longtemps, là, on a quand même beaucoup d'autobus électriques sur nos routes, là, surtout dans le domaine de l'autobus scolaire, je dirais. Donc, le Lyon C, ça demeure le gros joueur. Il y en a 942. Là, on approche le 1000 autobus Lyon sur nos routes. Les autobus en tout, on en a dénombré 1209. Fait que ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs. Là. Il y a Bluebird qui en a 200 maintenant. Donc, pour les autobus, là, c'est une belle progression. En fait, c'est des progressions qui sont plus rapides que le marché dans l'ensemble. Il faut comprendre, pour ceux qui ne sont pas au courant, que dans le cas des autobus scolaires, il y a des obligations légales. Donc, les transporteurs scolaires
ont des objectifs imposés par le gouvernement de proportion de la flotte qui doit migrer vers l'électrique là, dans les prochaines années, ce qui n'est pas le cas dans les autres types de véhicules. Donc là, eux, ils ont une pression. Là. Ils savent que, en fonction du nombre de véhicules qu'ils ont, par exemple, un transporteur qui a, je dis n'importe quoi, 60 autobus scolaires, mais lui, il sait qu'il y a un certain nombre de ces autobus-là qui doivent être électriques avant longtemps. Donc, quand il y a des renouvellements, ben, ils vont embarquer de l'électrique ça amène une certaine pression là, pour accélérer le processus. Donc, on risque de voir des progressions qui vont augmenter encore plus. Puis, ils continuent à s'améliorer aussi. Justement, le Lyon va offrir une nouvelle version avec plus d'autonomie sur leur batterie. Donc, puis je suppose que les autres aussi vont faire similaire. Là. Donc, l'offre, les modèles disponibles ne sont pas immobiles non plus. Non, tout à fait. Les deux vont exact. ensemble. Ensuite? On commence à voir beaucoup de ce qu'on a classé là, dans les véhicules outils. Fred en a parlé un peu en introduction. Par contre, ici, on voudrait juste mettre un petit avertissement. Là. On a une importante croissance. Là. On a écrit plus 859, il y en aurait 937. Là, probablement qu'il y a de la croissance artificielle. Je suis certain qu'il y en a. Que ça, il y a toutes sortes de modèles qui ont été retrouvés dans la nouvelle base de données de la SAC. Puis là, on s'est mis à niveau. Fait qu'on va le regarder plutôt dans les prochains trimestres, voir ça ressemble à quoi côté croissance. Mais clairement, comme on a expliqué en introduction, là, il y a une diversité de modèles là, qui apparaît, puis on a toutes sortes de choses. Là, des balais de rue, des surfaceuses, des véhicules. Oui, puis on commence à en avoir de plus en plus des balais de rue électriques, des camions de vidange là, électriques, des tracteurs. Tracteur pour creuser, le tracteur dans le sens... excavatrice. Exactement. Des véhicules miniers, il y a toutes sortes de trucs. Dans ceux qu'on ne voit pas, que j'ai appris qu'il y avait justement aussi dans les aéroports, les espèces de camions qui traînent les bagages ou avec l'espèce de tapis pour monter les bagages dans l'avion. Oui, exact. Tous les segments. C'est tout en train de s'électrifier et pour de bonnes raisons. C'est des véhicules qui roulent généralement jour et nuit, à basse vitesse, donc dans le scénario le plus polluant pour les véhicules à essence, et qui sont toujours dans un périmètre très, très, très restreint, hyper facile à gérer au niveau de la recharge, etc. Donc, c'est des scénarios d'électrification vraiment idéal, effectivement. On peut continuer là, dans les différentes catégories. Des motos puis des motocyclettes à vitesse limitée là, qu'on appelle les scooters traditionnellement. Là, ça continue à augmenter. Plus 277 scooters, plus 69 motos. C'est quand même une grosse augmentation, 277. Là. Oui, c'est 47% de plus comparé. Il y en a peut-être certains qui ont été retrouvés, mais il y en avait quand même beaucoup de modèles d'années très, très récentes. Là. Tout à fait. Sinon, il y a aussi des véhicules tout-terrain. Véhicules tout-terrain, ça va dans toutes les catégories, justement. Donc, c'est autant, justement, pardonnez l'anglicisme, je ne suis pas sûr comment le dire en français, mais bon, vieux motocross. Donc, justement, des véhicules à deux roues pour s'amuser dans les bosses et tout, avoir du plaisir. Il y a des 4 roues, il y a des cartes de golf, parce que c'est un peu hors route, fait que c'est à un certain niveau tout-terrain, certain qu'on ne traversera pas pour se rendre mais c'est pas immatriculé, un carte de golf, c'est immatriculé. Il y en a qui le sont, faut croire. Puis je me dis que s'il y en a qui sont immatriculés électriques, il doit y en avoir aussi qui sont essence. Donc, comptons-les avec les autres. Fait qu'il y a vraiment plein de formats de véhicules, tout plus, justement, un peu plus individuels, puis pour aller sur toutes sortes de terrains. Et après ça, il y a on donnera pas de chiffres parce qu'on est encore un peu en train de débattre, là, étant donné la croissance qu'il y a dans ce domaine-là, puis la variété de tous les différents modèles et le spectre, puis les utilisations variées et tout. Mais c'est tout ce qui est gros camions. En bon véhicule mi-lourd et lourd. C'est ça. Là. Mais il y a eu beaucoup de progression. Il y a le Lyon 6 qui était déjà là depuis longtemps, Lyon 8 qui, eux, continue à augmenter. Malgré que Lyon 8 descend un petit peu, mais c'est probablement des véhicules qui sont en test. En test et prototype. Là. Sinon, il y en a des nouveaux qui commencent à apparaître. Donc, celui qui a en plus grand nombre, il y a le Freightliner e-Cascadia avec 22. Il y a Volvo VNR. Il y en a plusieurs qui commencent à apparaître sur le marché. Excellent. On passait du 10, 12, 50 roues. On retourne à 2 roues avec les motos. Donc, les motos, ça continue aussi à augmenter. Il y en a eu 69 nouvelles motos électriques de plus sur nos routes cette année. Le gros joueur depuis toujours, et ça continue à être, c'est Zero.
qui en ont beaucoup plus que 0, sont rendus à presque 200. Sinon, le deuxième après, c'est Harley Davidson avec avec la Livewire, qui n'ont 40. Et après ça, c'est tout plein de petits modèles avec des nombres un peu plus petits. Certains modèles qui ont juste existé le temps de quelques années, qui sont malheureusement plus ces routes. Ça va faire des belles motos de collection. Tout à fait. Peut-être rapidement, là, avant qu'on y aille d'un point de vue un peu plus géographique, oui. Les motoneiges, on en a parlé ici à l'émission, que ce soit Taiga ou d'autres. J'ai l'impression qu'il s'en est vendu quand même quelques-unes. Est-ce qu'on a une progression là-dedans? Eh bien oui, je dirais probablement c'est l'année de la motoneige, en voulant dire. C'est vraiment cette année. Il n'y a jamais eu pas de neige comme cet hiver. Il y a beaucoup de monde déçu de ne pas avoir sorti leur bébelle. Oui, mais c'est ça. Je dirais qu'il y en a probablement à peu près 118 de déçus de ne pas l'avoir utilisé autant qu'il aurait voulu. C'est ça, parce qu'il y en a 100. Historiquement, je pense qu'il y en avait juste 7 ou 9 Taiga, c'était tout. Ben, historiquement, l'année passée. Puis c'est l'année passée qui est arrivé. On connaissait presque personnellement chaque personne qui en avait acheté une en plus. Cette année, c'est là qu'il y a eu le gros boom. Il y a eu maintenant 118 nouvelles motoneiges électriques. Ça, c'est toute une croissance. Ça. Ouais. Puis il n'y a pas juste Taiga. C'est ça. Si on veut le mettre en pourcentage, c'est 1311%. Mais c'est ça. Taiga, c'est lui qui a eu la plus grosse augmentation avec plus 71. Ah, donc ça me dit, on était à 9 l'année passée. C'est ça, donc on était à plus 71, donc maintenant 80, j'ai oublié le 0, 80 Taiga. Sinon, il y a aussi l'arrivée de BRP, donc le traditionnel skidoo. Donc, il y a 42 Grand Touring électriques. Quand même, pour sa première année. Oui, puis honnêtement, il y avait eu des rumeurs, puis il en parlait à peu près pas, c'était silencieux, puis là, c'est arrivé. Ben, ouais, c'est silencieux dans tous les sens du terme, mais elle vient juste d'arriver. Et il y a aussi 3 Lynx Adventure électriques. De ce que je peux voir, ça serait une filiale de BRP, ou en tout cas, la motoneige, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau. Leur site web ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec BRP. Là. Possible. Messieurs, le temps file, mais je veux vraiment qu'on ait le temps de faire une petite incartade dans ce qu'on peut, dans ce qui est géographique, parce que je pense que ça n'a pas été facile. Là. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent avoir rendu dans les données l'information difficile. Mais est-ce que notre top 3 a changé? Première question. On avait un top 3 là, de régions qui semblaient être les championnes en électrification. Est-ce que ça a changé? Ben, ça change pas tant que ça, non. Hein? Si on regarde les régions, là, tout le monde croit un peu de la même façon, assez en phase avec la croissance de la province. Puis, nos champions restent nos champions. Donc, la Montérégie l'emporte encore une fois. On rigole tout le temps parce que Martin et moi, on est en Montérégie, puis Fred est à Laval, puis on prend un peu d'avance sur Laval. Et voilà. Faut quand même se péter les bretelles avec ce qu'on peut. Donc, la Montérégie est en première place, un peu d'avance sur Laval. Ensuite, si on descend un petit peu dans... la Naudière qui... On dit que ça ne change pas, mais historiquement, là, si on recule de quelques années, là, on a eu la Naudière qui a été championne pendant des années, puis là, elle est rendue 3e depuis un bout de temps, mais elle demeure 3e. Attends, je suis dans le graphique, là, je ne sais plus par cœur. Après ça, c'est Montréal, puis... Montréal qui a dépassé l'Estrie. Par un cheveu, là, à peine. Et un cheveu très, très fin. Ouais. Oui, fait qu'un changement dans notre top 5, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ça crée un... Mais ça pourrait très bien, là, prochain trimestre, reprendre son ordre. Puis, en fait, là, même ça, c'est... On le regarde en termes de part de marché, là, puis... C'est ça, c'est en termes de véhicules. Justement, si on prend le total de tous les véhicules, on prend le total des 100% électriques hybrides rechargeables divisé par le total de tous les véhicules. Comme ça, justement, des endroits... Sinon, ça vient qu'à glorifier les villes où il y a trop d'autos versus moins de transport en commun et tout. Donc, ça permet si on veut, d'être près de la réalité de chacune des différentes régions. Là. Puis là, il y a des statistiques là-dessus qu'on n'a pas en temps réel. Là, fait que c'est des statistiques de l'année d'avant. Fait que peut-être que... Et puis il y a des changements démographiques entre les régions un peu. Fait que des fois, les populations changent. Fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, là, les chiffres. Là, quand avec même. la précision. Mais les tendances sont réelles. Les ordres de grandeur sont bons. Puis d'ailleurs, on dit part de marché.
je voudrais vous parler de la Montérégie parce que là, on approche du cap tranquillement des 5 %. On a parlé du 3,55 au début de l'émission pour l'électrification du Québec au complet, mais en Montérégie, on était à presque 74 %. Là, donc, on s'en va vers le 5 %. Ça veut dire qu'on approche d'une voiture sur 20 sur les routes en Montérégie qui serait électrique. Là. Après ça, t'as Laval, t'as Montréal, t'as la Naudière, t'as Montréal puis l'Estrie qui sont aussi au-dessus du 4 %. Les Laurentides aussi. Fait que t'as 6 régions qui ont dépassé le 4 % là. Donc, eux autres sont au-delà de la moyenne. Quand même. Et quand on nous avait donné tantôt le chiffre global pour le Québec, ça nous permet aussi de situer les régions par rapport à une ligne là, qui serait le comparable, qui serait le Québec dans son ensemble. On est bien conscient qu'il y a des régions du Québec, par contre, qui doivent avoir des taux très, très bas. La Côte-Nord, par exemple, et tout ça, on s'attend à ce que, historiquement, sont toujours beaucoup, beaucoup plus bas. On a beaucoup de disparités. Là. En fait, le nord du Québec est un peu en bas de 0,5 %. Là, donc, on a plus que 4 % de points de pourcentage entre les différentes régions. Là. Fait que c'est... Et messieurs, est-ce qu'on a des statistiques pour les villes? Historiquement, oui, on fait un top. Chaque région, on fait différentes statistiques. Chaque région, on va chercher la meilleure ville, ou on fait vraiment les 20 villes qui ont le meilleur taux de pénétration du véhicule électrique, un peu comme on parlait tantôt, le calcul pour les régions. Malheureusement, en ce moment, ces deux tops-là sont hors service. Sont en construction avec des petits cônes oranges un peu partout autour. Ce qui arrive, c'est que dans les données que la SAC nous ont données, j'ai l'impression qu'il y a quelques erreurs. Il suffit que des fois, un véhicule soit pas catégorisé dans la bonne région. Ou c'est peut-être aussi, un peu comme disait Jean-François, c'est que pour eux, on part, parce que la SAC, ça c'est disponible à tout le monde sur Internet, fournissent le total de tous les enregistrements de véhicules au Québec. Et là, on parle d'un fichier de 6-7 millions de lignes. Là. Ouais. Donc, vraiment, chaque véhicule, chaque enregistrement est listé, sans information personnelle, personne ne s'inquiète. Mais donc, ça permet vraiment d'avoir... Puis, dans certaines villes, c'est une ville de 1500 personnes. Il y avait 1500 ou 1005, autour de 1000 et plus, il y avait 22 véhicules dans le fichier global, alors que nous, dans le fichier électrique, on avait peut-être 40-50. Fait qu'on a plus de véhicules électriques qu'en théorie, il y a de véhicules tout court. Mais le nombre de véhicules tout court est un peu suspect aussi. Il y a certaines choses à clarifier à ce niveau-là. Plutôt que de propager des erreurs, vous avez décidé de mettre un... Les données sont mais qu'on publie l'article, les données vont être encore là dans les graphiques interactifs. Les gens vont pouvoir aller les consulter s'ils veulent. On les mettra pas, on les cachera pas, mais on les mettra pas en avant non plus pour partir de fausses rumeurs. Là. Je pense que c'est une sage décision. Mais pour les grandes villes, probablement que les chiffres fonctionnent assez bien. Là, c'est des petites municipalités qui sont un peu à risque parce que tu changes de 3 véhicules puis ça change tout le pourcentage. Ah, c'est sûr. C'est ça, alors que tu fais ces mêmes 3 erreurs-là sur le bord entre Montréal puis Laval, mais ça paraîtra pas. Ça paraîtra pas du tout, effectivement. Écoutez, alors, on va tout de suite peut-être y aller avec une petite conclusion. À défaut d'avoir ces données-là propres à chacune des villes, on peut quand même, je pense, avec les données que vous nous avez présentées là, tirer certains constats ou en tout cas certaines... il y a certaines tendances, je pense, qui ressortent de tout ça. Une première avec le fait que je pense que même à l'œil, on le voit, là, les listes d'attente, il y en a encore, mais ça semble mieux que c'était. C'est-à-dire qu'on reprend du poil à la bête, ça se détecte dans les données que vous avez là? Oui, bien, en fait, il y a beaucoup des modèles, justement, qui avaient beaucoup d'attentes, que là, soudainement, se mettent à apparaître. On parlait du RAV4 Prime, que le monde se faisait dire en année. On vient de voir les chiffres qui augmentent, puis mon voisin en face de chez nous, il l'a reçu. La Volkswagen ID4 aussi, il y avait énormément d'attentes. On voit qu'ils commencent à arriver. Pendant un bout de temps, les Tesla, il y avait de l'attente aussi. Ils commencent à arriver. Je suis pas nécessairement au courant de chacun des modèles, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui commencent à arriver. Les ceux qu'on entend qui a encore beaucoup d'attentes, malheureusement, c'est des Coréens. Que ce soit la Ioniq5, la EV6. La EV6, les Kia, c'est un peu moins payé de ce que j'ai compris. Mais il y a encore beaucoup d'attentes au niveau de ceux-là. Et peut-être la raison aussi s'explique de l'approche du manufacturier. C'est que des fois, il y a certains manufacturiers, justement comme Volkswagen avec la ID4, que la ID4, ils vont la faire en Amérique du Nord, ils vont la faire en Allemagne, ou Nissan, justement, la Leaf, ils en font à différents... Donc, leur même véhicule, ils le font dans plusieurs usines. Alors que les Coréens, eux autres, c'est le contraire. Ils ont une usine qui fait ce modèle-là et c'est pour le monde.
Donc, ils prennent pas un modèle en disant qu'on va en faire des millions. Il y a mieux avoir des millions de modèles. Bon, j'exagère, des millions de modèles, mais il y a mieux avoir plus de modèles, moins de véhicules de chaque modèle. Donc, c'est peut-être un peu pour ça qu'on se ramasse dans ce phénomène-là. Peut-être, lorsqu'ils vont commencer à avoir assez de diversité, peut-être que l'impact on a tout le temps on a tout le temps l'impression d'attendre après eux, peut-être que ça va diminuer comme perception. Excellent. Une autre tendance qu'on peut... Avec tout ça, là, les disponibilités qui semblent se résorber un peu, on a quand même observé différentes baisses de prix. Là. Dans la dernière année, on a notamment parlé de Tesla tout à l'heure, mais je pense que de façon générale, la combinaison de la disponibilité amène la baisse de prix, puis ça fait que les véhicules sont avec le taux d'intérêt qui a monté, c'est peut-être ça aussi qui explique un peu la baisse de prix, mais ça fait que les véhicules, pour certaines catégories de gens, redeviennent un peu plus à considérer parce que le premier chiffre qu'ils voient, il est un peu moins effrayant qu'il y a quelques mois ou un an ou deux. Là. Et ça leur a rendu certains véhicules qui étaient plus admissibles, soudainement admissibles au rabais. Effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose, Tesla, on en a parlé amplement tantôt, mais il y a quelques autres modèles d'autres manufacturiers qui sont exactement dans la même situation. Par exemple, je pense à la Mach-E qui était juste admissible dans certaines configurations, que là, maintenant, toutes les Mach-E, à part la GT, sont admissibles aux deux rabais aussi. Puis il doit en avoir d'autres aussi. Là. Je ne suis pas nécessairement tous, mais il y en a plusieurs. Ouais. Et un autre dernier constat? On entend beaucoup dire que de la part des manufacturiers, des concessionnaires, surtout aux États-Unis, mais veut pas, ça se reflète ici. Puis des fois même, il y en a certains en Europe qui commencent à dire ça aussi, que il n'y a pas de demande, on n'arrive pas à tout vendre. C'est pas qu'il n'y a pas de demande, justement, on le voit, ça se vend. C'est pas vrai, ça? Mais non, mais on le voit là, dans nos chiffres. Ça réaugmente. Est-ce que, justement, c'est certain que si eux autres étaient dans l'illusion au début que on va réussir à jamais n'avoir qu'à attendre, puis on va pouvoir les vendre à un prix d'or parce que tout le monde les veut tout le temps, puis ainsi de suite, puis que le monde les arrache, puis qu'il faut qu'ils attendent 2 ans pour les avoir, c'est certain que dès qu'ils commencent à avoir une disponibilité un peu plus normale, je parle comparé à un véhicule à essence. Je dirais pas qu'elle est aussi disponible qu'un véhicule à essence. Mais le marché se normalise un peu pour certains modèles. Donc, ça se rapproche de ce que ça devrait être, ce que les clients aiment, puis ce qui aide à l'adoption du véhicule. Donc, c'est certain que ça va peut-être paraître moins miraculeux, mais c'est quand même là, le phénomène est là. Puis justement, tout le fait qu'il y a de l'offre, puis il y a certains manufacturiers qui poussent un peu plus au niveau des prix. Ouais. Ça l'attire tout le marché par en bas, ce que certains autres manufacturiers ne doivent pas être contents, mais ça fait partie de la réalité de l'offre et de la demande. Puis je pense que tu as vu juste aussi, Fred, quand tu dis souvent ça vient des États-Unis, puis effectivement, il y a certains modèles de véhicules pour lesquels on doit attendre quand même relativement ici, qui sont disponibles, sont dans les cours chez les concessionnaires aux États-Unis. Donc, c'est sûr que pour eux, si là-bas, culturellement, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, il y a un peu moins de demande pour ce véhicule-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demande pour le véhicule, il n'y a pas de demande là, cet endroit-là, mais prends le véhicule, amène-le ici, ils vont partir dans la même journée. Là. Je veux dire, ça reste... Tu sais, mets-moi une trentaine de Ioniq 5 dans le stationnement d'un concessionnaire Hyundai, à qui on donne le défi des ventes dans la journée. Ils les vendent en journée. Hein? Mais ça, j'ai l'impression que c'est une situation qui devrait s'améliorer cette année aux États-Unis. Parce qu'un des gros facteurs en arrière de ça, tantôt quand on a parlé le top des manufacturiers, au Québec, le Tesla est en première position, certes, mais avec 18%. Aux États-Unis, Tesla sont en première position, mais je ne suis pas sûr exactement c'est quoi, là, mais c'est entre 60 et 70%. Ouais, donc, aux États-Unis, hors de Tesla, il n'y a plus de salut. Là. C'est ça, c'est un peu comme un frigidaire. Ils disent, au lieu de dire un auto électrique, ils disent un Tesla versus frigidaire. C'est quelle marque ta Tesla? C'est une GM. Ouais. Mais une des raisons qui expliquait ça, c'est le réseau de recharge aux États-Unis qui a beaucoup de misère. Sans dire que ça va changer du jour au lendemain, il y a quelques semaines, Tesla ont commencé à ouvrir leur réseau de supercharger à Ford. Donc maintenant, tous les propriétaires de Ford peuvent utiliser peut-être pas la totalité, là, mais on va y aller avec... On va être généreux. On va être conservateur. Ils peuvent utiliser la moitié des superchargers aux États-Unis. Ce qui est mieux que n'importe quoi qu'il y avait déjà avant. C'est une explosion de nombre de bornes accessibles instantanément. Et surtout fiables, qui marchent bien. Ouais, c'est ça. Qui sont certains de ce qu'ils vont avoir comme service. Aussi là-bas. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand il y a des gens qui parlent du marché de la voiture électrique.
il n'y a pas un marché de la voiture électrique. Il y a des marchés, puis le Québec a des spécificités complètement différentes de la réalité des États-Unis. Donc, et même du reste du Canada. Et même du reste du Canada et de l'Europe. C'est des dynamiques tellement différentes que finalement, de faire des conclusions très généralistes, ça sont à la fois culturelles et réglementaires. Exact. C'est-à-dire que les États comme le Québec ou la Colombie-Britannique qui a des normes zéro émission vont avoir par le fait même plus de véhicules disponibles parce qu'on force les manufacturiers à en rendre disponibles là. Il y a aussi culturellement, nonobstant ces normes-là, le Québec a toujours été plus porté vers les véhicules électriques. Mais d'où vient la norme? C'est peut-être dû à la culture aussi. Oui, tout à fait. Tout est dans tout. Donc, messieurs, avant de vous quitter, peut-être je vous laisserai juste avec une petite question. Selon vous, 2024, ça va ressembler à quoi? Quand on va se reparler, j'espère qu'on va se reparler avant la fin de 2024, ceci dit. Là, hein? J'ai fait la demande pour les chiffres du prochain trimestre. Bon, excellent. Mais quand on va faire la rétrospective de 2024, donc dans un an, selon vous, vers quoi on s'en va? Là? Ça devrait ressembler à quoi? Votre boule de cristal, M. Nostradamus. Nostradafred. Nostradafred, oui. Ben, moi, je serais porté à dire que ça va vraiment ressembler un peu justement au dernier trimestre qu'on a eu. Justement, une bonne progression. Les listes d'attente vont peut-être encore continuer à descendre. Les modèles qui étaient bien partis devraient continuer. Certains nouveaux modèles qui vont apparaître. Je ne m'attends pas à un gros changement par rapport à ce qu'on a maintenant. Je m'attends à un changement. C'est que pour du moins au moins les 2 prochains trimestres, on risque d'avoir très, très peu de GM apparaître, malheureusement, parce que c'était une grosse partie des chiffres, GM. Ça fait une couple de fois que ça leur arrive, hein, puis les rappels de batterie, etc. Donc, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que GM, normalement, quand ils remettent la Switch en on, ils la remettent pour vrai. Ah ben, de ce que j'ai compris, c'est ça, de ce que j'ai compris, j'ai fait différentes recherches sur le sujet, différents articles, différentes sources. La chaîne de production est là pour les autos, sont prêtes à produire les batteries. C'est toutes les machines pour assembler le battery pack. Le battery pack. Ça serait quoi en français, exactement? Le pack de batterie. Le bloc batterie. Le bloc batterie. En tout cas, pour mettre toutes les cellules de batterie ensemble, pour faire un gros bloc qui vient qu'à faire la batterie de l'auto, c'est tout au niveau de l'automatisation de tout ça qui ont de la misère. Fait en théorie, s'ils arrivent à mettre le doigt sur le bobo là-dessus, puis qu'ils arrivent à rendre leur machine efficace et tout, ça devrait pouvoir partir vite selon ce qu'ils disent. Oui, effectivement. Toi, Jean-François, as-tu une prédiction que je pourrais te remettre sur le nez dans un an? J'aimerais ça dire que ça aille aussi bien qu'en 2023 quand même, parce que finalement, 48% de croissance, moi je le reprends. Oui, tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Ben écoutez, on va se croiser les doigts. On espère qu'on s'en va vers là. Messieurs, encore une fois, un merci immense pour tout le travail que vous avez fait pour en arriver là, et particulièrement dans le contexte qu'on a décrit en début d'émission aujourd'hui, pour lequel il y a une somme. Fred, particulièrement Frédéric. Tu as passé du temps. J'espère que ta vie de couple n'a pas trop écopé. Non, ça va, c'est correct. J'ai pas besoin d'envoyer des fleurs à madame pour lui justifier toutes les heures que tu as passées devant une base de données. Assez austère, hein? On s'entend, là, des numéros de véhicules puis des marques de véhicules. Oui, mais justement, j'écoutais de façon en parallèle, justement, des podcasts ou d'autres affaires. Okay. Justement, j'ai une oreille qui se renseignait sur le domaine. Pendant que l'autre oreille puis les yeux cherchaient. On joint l'utile à l'agréable. Mais quand même, je vais quand même vous remercier là, pour le travail que vous faites et le temps que vous prenez pour venir en parler. On se pose des fois la question sur ce qu'on fait, c'est-tu écouté, puis tout ça, puis il y a plein de moyens de le savoir, évidemment, là, par le nombre de téléchargements. Mais au-delà du nombre de téléchargements, je dois vous dire que, et de loin, votre absence dans cette séquence normale-là de venir faire un tour ici à tous les trimestres a été de loin l'absence la plus remarquée de l'histoire du podcast. Des journalistes qui nous écrivaient, des monsieur, madame, tout le monde qui nous écrivaient, des gens que je rencontrais dans la vie de tous les jours dans mon travail qui disaient hey, « on écoute ton podcast ». Ça. Souvent, les gens qui me reconnaissent sont bien gentils puis me disent qu'ils écoutent le podcast, mais ils me disaient les statistiques, il me semble que ça fait longtemps. Les gens ne sont pas au courant des problématiques au travers lesquelles vous avez dû naviguer pour en arriver là. Et visiblement, ça manquait aux gens. Donc, je suis bien content qu'on ait pu trouver une façon de le faire aujourd'hui. Hein. Puis aussi, une chose, je vais préciser, là, on est en train de finaliser l'article. Il nous reste des petites affaires à finaliser pour l'article. Donc, si jamais vous voyez que l'article n'est pas disponible sur le site de l'AVEC au moment que le podcast sort, ça va s'en venir vraiment pas longtemps après. Là, on va essayer de la finir. Ben oui. Puis de toute façon, on comprend que
tout le monde impliqué dans le processus fait ça bénévolement. Il faut bien comprendre, il y a l'AVEC qui paye pour avoir accès à des données. Ouais, c'est quand même assez cher. Quand même assez cher, mais je veux dire, les gens qui mettent leur temps et leur talent là-dedans, c'est fait bénévolement. Donc, on peut comprendre qu'avec la somme de travail que ça représente avec les défis que vous avez rencontrés, ben il y a juste 24 heures dans une journée, comme on dit. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, dès que vous avez des données sur un prochain trimestre, ben on se remet ça, là, puis on va manger l'éléphant une petite bouchée à la fois plutôt que de manger toute une bouchée. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Épisode hors série.